Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes en direct de Washington. On commence par les titres. Au moins 26 morts et de nombreux blessés en Centrafrique. C'est le résultat d'attaques menées par un groupe armé à Ouampende, dans le nord-ouest du pays. Les combats s'intensifient en Libye et l'émissaire de l'ONU parle du début d'une guerre longue et sanglante au moment où le maréchal Haftar est reçu à l'Élysée. Ici, aux États-Unis, alors que de multiples demandeurs d'asile attendent à la frontière mexicaine, la police d'immigration multiplie des initiatives pour réduire le flux migratoire. Bonsoir à tous. L'ombre de la mort a encore plané sur la République centrafricaine et le bilan vient de passer de 26 à 36 civils qui ont donc été tués mardi à la suite d'attaques menées dans 2 villages du nord-ouest de la Centrafrique par un groupe, le 3R, un groupe armé. C'est le patron de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Mankeur Ndiaye, représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, a condamné sur Twitter et avec la dernière énergie ces tueries intervenues dans les villages de Gundjili et Djumdjum qui, on le disait, ont donc fait plus de au moins 31 morts et de nombreux blessés. Il s'agit du massacre le plus important commis dans le pays depuis la signature le 6 février dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés, parmi lesquels le groupe 3R, dont le chef Bissidi Suleiman alias Sidiki a été nommé le 25 mars conseiller spécial militaire auprès du Premier ministre. Et pour parler de cette actualité et de la situation sécuritaire en RCA, rendons-nous à Bangui, où nous attend Freeman Sipila, notre correspondant sur place. Freeman Sipila, bonsoir. Pour commencer, quels sont les derniers développements sur cette attaque qui a fait au moins ces 31 morts et des blessés? Et est-ce qu'il y a des motivations et que disent les autorités sur place? Oui, John, effectivement, c'est encore la consternation dans le pays. Le bilan, comme vous l'avez dit, pour le moment est revu à la hausse. On parle désormais de plus de 30 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement et la MINUSCA ont donné cet après-midi une conférence de presse conjointe au cours de laquelle un ultimatum de 72 heures a été lancé au chef du mouvement 3R, responsable de ce massacre, pour qu'il mette à la disposition de la justice ces hommes présumés responsables de ces crimes et aussi de démanteler toutes les barrières tenues par ces éléments dans l'Uampende. Alors, Freeman Sipila, il y a également cet assassinat d'Inès Nieves Sancho, cette religieuse franco-espagnole de 77 ans. Au Vatican, le pape François a qualifié cet assassinat de barbare. Quel est l'état d'esprit des Centrafricains aujourd'hui face à cette situation sécuritaire? Particulièrement dans cette région où cette religieuse a été tuée, les gens cherchent encore à savoir qui exactement a commis cet acte, comme le pape François l'a dit, barbare. Dans cette région, il est fréquent que des faits pareils surviennent, mais c'est la première fois qu'une religieuse en soit victime. Les autorités locales ne cessent de dénoncer l'existence d'un réseau de trafiquants d'organes humains dans la ville. Parfois, des corps sans vie sont retrouvés dans la brousse avec des parties du corps, soit la tête, les membres ou encore le sexe amputé. Mais au stade actuel, il est difficile de dire qui est responsable de cet assassinat, moins encore quelles en sont les raisons, mais c'est la peur qui gagne la population. Alors pour terminer, Freeman, l'accord de paix, vous en parliez justement, signé entre le gouvernement et les groupes armés, était censé faire régner un climat de paix dans le pays. Nous sommes visiblement loin du compte. Est-ce que cet accord est pleinement respecté? Sinon, pourquoi? Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, ici en Centrafrique. Tout le monde note que cet accord censé ramener la paix n'en est plus un, à part le gouvernement qui essaie avec beaucoup de difficultés de jouer sa partition. Les groupes armés n'ont fait aucun effort de leur côté et c'est l'interrogation aujourd'hui dans le pays. Les gens se demandent pourquoi
les responsables de ces groupes armés sont nommés à des hautes fonctions de l'État et que leurs éléments continuent de tuer et d'incendier des maisons, continuent de massacrer la population. Tout pour dire que cet accord a encore du plomb dans l'aile, il n'est pas respecté. Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique en Centrafrique, je vous remercie. En visite à Paris et reçu par le président français Emmanuel Macron, le maréchal libyen Khalifa Haftar a déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour un cessez-le-feu autour des Tripoli. Il reconnaît toutefois que la reprise du dialogue politique serait nécessaire pour sortir de la crise. C'est ce qu'a indiqué l'Élysée à l'issue de la réunion entre les deux hommes. Pendant ce temps, sur le terrain, les combats ont gagné en intensité depuis hier au sud de la capitale Tripoli, au moment où l'émissaire de l'ONU pour ce pays vient de mettre en garde devant le Conseil de sécurité contre le début d'une guerre longue et sanglante. Compte rendu, Jacques Aristide. Des tirs ont été entendus à Tripoli. Il s'agit des affrontements les plus violents depuis le début en avril dernier de l'assaut des troupes du maréchal Haftar. L'homme fort de l'Est libyen est déterminé à prendre la capitale. Les forces du GNA, ce gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale, continuent toutefois de résister. Les combats ont fait 510 morts. D'après le dernier bilan, plus de 75 000 personnes ont également été obligées de fuir et plus de 100 000 autres sont prises au piège. Les appels à un cessez-le-feu ont été ignorés jusqu'ici par les deux camps. Pour l'ONU, cette bataille pourrait conduire à la division permanente du pays alors que les armes affluent à nouveau. Sans un mécanisme d'application robuste, l'embargo sur les armes imposé à la Libye deviendra une blague cynique. Certaines nations alimentent ce conflit sanglant. Les Nations Unies devraient y mettre fin. En visite à Paris pour des entretiens avec le président français Emmanuel Macron, le maréchal Haftar est notamment soutenu par les Émirats arabes unis et l'Égypte, alors que la Turquie et le Qatar appuient le GNA. Le positionnement des Occidentaux est qualifié d'ambigu. Pour des diplomates, la réunion d'hier n'a pas permis d'y voir beaucoup plus clair sur qui appuie qui. Coup de théâtre à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a écourté une réunion sur les infrastructures avec les leaders démocrates du Congrès. Pas question de négocier quoi que ce soit avec eux tant qu'ils ne mettront pas un terme à leurs enquêtes relatives au rapport Mueller. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de file de la minorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, s'étaient rendus à la Maison-Blanche pour une réunion de suivi sur les infrastructures. À l'origine du courroux du chef de l'exécutif américain, les propos de Nancy Pelosi sur le refus de la Maison-Blanche d'autoriser l'interrogation par les législateurs des collaborateurs ou d'anciens conseillers du président Trump sur le rapport Mueller. Le bras de fer reprend donc de plus belle entre la Maison-Blanche et la majorité démocrate de la Chambre des représentants. Et nul ne peut dire quand il prendra fin. Je vous propose d'écouter tout d'abord Nancy Pelosi et Donald Trump. Nous croyons qu'il est important de suivre les faits. Nous croyons que personne n'est au-dessus de la loi, y compris le président des États-Unis. Et nous croyons que le président des États-Unis est engagé dans une dissimulation. Je suis entré dans la salle et j'ai dit au sénateur Schumer et à la présidente Pelosi, je veux conclure un accord sur les infrastructures. Je veux le faire, plus que vous. Et je saurais très bien le faire, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais vous savez quoi? On ne peut le faire dans ces circonstances. Alors, mettez fin à ces fausses investigations. Toujours ici aux États-Unis, un important centre de détention de la police américaine aux frontières a été placé en quarantaine à cause d'un grand nombre de cas de fièvre au lendemain de la mort d'un adolescent guatémaltèque de 16 ans souffrant de la grippe. Il s'agit du 5e migrant mineur à décéder en détention pour avoir franchi illégalement
la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis décembre 2018. Nous parlions de frontières, restons-y. Alors que des milliers de demandeurs d'asile attendent à la frontière sud, beaucoup d'entre eux sont appréhendés de l'autre côté de la frontière par des agents de la patrouille des frontières américaines. Dans le cadre d'une initiative visant à réduire le flux, les agents ont organisé un exercice visant à montrer les risques et dangers auxquels les migrants sont confrontés lorsqu'ils tentent de franchir la frontière illégalement. C'est un reportage signé Célia Mendoza, le récit est d'Erzuma Compaoré. Le nombre de personnes traversant la frontière sud des États-Unis ne cesse d'augmenter. Le service des douanes et de la protection des frontières a arrêté à Tucson, en Arizona, plus de 100 000 migrants sans papier qui ont illégalement franchi la frontière en mars et avril, accompagnés de leurs familles. C'est très alarmant de voir des groupes de familles traverser des zones aussi dangereuses. Les agents des frontières ont souligné le problème pour les médias en faisant appel à des acteurs pour aider à recréer les dangers auxquels sont confrontés les migrants sans papier lorsqu'ils traversent la frontière avec des passeurs. Nous voulons envoyer le message que migrer avec des enfants est très dangereux, en particulier pour les enfants, et nous devons l'empêcher. Franklin Garcia et son fils ont quitté le Honduras et ont franchi la frontière américaine. Nous sommes entrés par la frontière de Sonora. Oui, nous sommes venus seuls. C'était très difficile. Parfois, nous avions très faim et nous n'avions pas d'eau. Garcia et son fils attendent à la gare routière pour poursuivre leur voyage à travers les États-Unis. Ils font partie des milliers de migrants qui ont traversé la frontière illégalement. Pour arrêter un groupe de 400 personnes au milieu de la nuit, l'agence a très peu de temps pour se préparer. Nous devons atténuer cette crise humanitaire le plus rapidement possible. Mais c'est une tâche très difficile car elle nécessite beaucoup de ressources et enlève des ressources à d'autres fonctions de maintien de l'ordre. Des agents des douanes et des patrouilles frontalières en Arizona soulignent que le passage clandestin des personnes à la frontière sud des États-Unis est un trafic de plusieurs millions de dollars qui profitent uniquement aux passeurs et aux cartels. Alors en Grande-Bretagne, où la première ministre Theresa May tente de sauver son plan de la dernière chance destiné à mettre en œuvre le Brexit, mais qui n'a convaincu ni sa majorité ni l'opposition. La dirigeante a pris la parole aujourd'hui devant la Chambre des communes à la veille des élections européennes que lanceront le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et pour en parler, Jacques Aristide s'est entretenu avec John Henley, grand reporter au journal anglais The Guardian. Le problème, c'est que ce qu'elle a proposé, c'était essentiellement ce qu'elle avait déjà proposé et qui a été rejeté à 3 reprises par la Chambre des communes. Et la réaction a été tellement forte de la part des députés des deux côtés, des deux partis principaux, le Labour et les conservateurs, qu'il semble très peu probable que sa nouvelle proposition va passer. Et même, on dit aujourd'hui à Londres qu'il est tout à fait possible qu'elle ne le ramène même pas devant le Parlement, tellement petit qu'ils sont avec les chances que ça va passer. La Grande-Bretagne sera toujours dans l'impasse parce qu'essentiellement, l'arithmétique, les maths parlementaires n'ont pas changé. Il n'y a pas de majorité dans la Chambre des communes, soit pour No Deal, soit pour le deal de Theresa May, et soit pour Remain, donc rester dans l'Union européenne. C'est à ce moment-là, peut-être qu'un deuxième référendum est possible, mais je dirais plus probable serait probablement de nouvelles élections. Et puis, conflit israélo-palestinien, Jason Greenblatt, le conseiller de Donald Trump pour le Proche-Orient, a appelé les Palestiniens à participer à une conférence organisée à Manama les 25 et 26 juin prochains lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. 650 millions de personnes n'auront toujours pas accès à l'électricité en 2030 dans le monde. C'est un nouveau rapport qui le dit, alors qu'au Zimbabwe, l'on opte pour le solaire. À Madagascar, ils sont jeunes ou chefs traditionnels. Leur mission, sauver la dernière forêt côtière du pays. En sport, sa retraite internationale n'aura duré que 2 jours. Un coup de fil présidentiel a fait reculer Asamoah Gyan. Le capitaine du Ghana est revenu sur sa décision. Si vous regardez ce journal, il y a de fortes chances que ce soit grâce à l'électricité. Eh bien, selon un rapport qui vient d'être rendu public par 5 institutions internationales, l'accès à l'énergie a considérablement progressé ces dernières années. Le nombre de personnes sans électricité passant de 1,2 milliard en 2010 à 1 milliard en 2016 et à environ 840 millions en 2017. Ce rapport note toutefois que 650 millions de personnes au total n'auront toujours pas accès à l'électricité en 2030 dans le monde, essentiellement en Afrique subsaharienne, si aucun engagement politique fort n'est pris. Le taux d'électrification mondiale a en outre atteint 89% et 153 millions de personnes supplémentaires ont accès à l'électricité chaque année. Le rapport met en lumière le retard pris en matière d'utilisation d'énergie renouvelable pour le chauffage et les transports. Ces énergies comptaient pour 17,5% de la consommation d'énergie totale en 2016 contre 16,6% en 2010. Énergie toujours, les Zimbabwéens, eux, se tournent vers le solaire pour suivre des longues coupures imposées par le gouvernement à cause des pénuries de carburant. Le nouveau ministre de l'Énergie a demandé lundi aux Zimbabwéens de proposer au gouvernement des solutions à long terme pour résoudre les problèmes chroniques d'énergie du pays. Reportage de Columbus Mavunga à Harare, le récit est de Lundiaï. Ces longues coupures d'électricité sont dues, selon le gouvernement, au faible niveau d'eau dans le barrage de Kariba, à la frontière de la Zambie, la principale source d'hydroélectricité du pays. Cet homme de 33 ans possède un salon de coiffure dans la banlieue d'Harare. La semaine dernière, il s'est acheté un système à énergie solaire pour environ $250. Ce qui m'a fait acheter ce système à énergie solaire, ce sont les coupures d'électricité. Nous pouvons passer 8 heures sans courant ou même un jour entier. 8 heures, c'est une journée de production et je dépends du courant pour gagner de l'argent pour la nourriture et le loyer. Donc si vous manquez une journée de production, ça veut dire que l'argent est parti. L'énergie propre n'est pas à la portée de beaucoup de Zimbabwéens. Pourtant, les compagnies de systèmes solaires disent que le marché est en hausse et que beaucoup de clients voient les bénéfices de l'utilisation de cette nouvelle source d'énergie. C'est en réalité moins cher que l'électricité. Les gens sont principalement intéressés par les onduleurs de rechange, même des chauffe-eau solaires. Les gens se rendent compte des bénéfices. Une compagnie privée travaille sur la construction d'une centrale de 25 MW à l'aide de 7000 panneaux solaires pour aider à l'alimentation du réseau national. Central Grid est située à 50 km au nord-ouest d'Harare. Même avec l'investissement de 5 millions de dollars, la compagnie a non seulement besoin de 25 millions de plus, mais dit aussi qu'elle a des problèmes concernant l'accès à la devise étrangère, ce qui ralentit la marche du projet. Direction Madagascar, à la rencontre d'un groupement composé de jeunes gens et des chefs traditionnels. Ils travaillent ensemble pour sauver la dernière forêt côtière du pays. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Ces volontaires participent à une patrouille matinale dans le cadre d'une bataille visant à protéger Vohibola, la dernière forêt côtière dans l'est de Madagascar. Cette forêt fait 2000 hectares. Alors 500 hectares est détruit par le feu et braconnier. Le tourisme à Madagascar rapporte 390 millions de dollars par an. Comme beaucoup de forêts tropicales humides de l'île, cette région attire particulièrement les touristes. Elle est d'autant plus attractive à cause de ses lumériens, ses caméléons et ses grenouilles toxiques. Mais la vie végétale et animale y est menacée par l'urbanisation, ce qui affecte les moyens de subsistance locaux. Les villageois tributaires du tourisme ont alors décidé de protéger ce qui reste de la forêt locale. Il est là. On porte plainte contre l'autorité locale pour abus de pouvoir, pour destruction de la forêt et diffamation. Il n'y a plus de pluie, les ressources en eau deviennent insuffisantes. La terre s'appauvrit et nous luttons pour arroser nos cultures. Dès que j'ai appris qu'il y avait une forêt à protéger, j'ai immédiatement couru rejoindre les rangs des rangers. Les jeunes de mon âge doivent comprendre qu'il est important de sauver la forêt. Les chercheurs disent que plus de la moitié de la forêt de Vohibola a déjà été détruite. Et il est l'heure d'accueillir Yacouba Ouedraogo pour les dernières nouvelles en sport. Yacouba, on commence par le basket. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. On commence effectivement par le basket où le mano à mano est lancé entre Toronto et Milwaukee. Désormais 2-2, 2 victoires partout dans la finale de la conférence Est après la démonstration de la franchise canadienne 120-102. La nuit dernière à domicile, les Raptors se sont relancés grâce à une impressionnante prestation collective alors que leur meilleur marqueur Kawhi Leonard était diminué par une blessure. Le prochain match aura lieu demain dans la salle des Bucks. Le vainqueur de ce duel sera opposé à partir du 30 mai au double champion NBA en titre Golden State, vainqueur 4-0 de Portland en finale de la conférence Ouest. Et puis, en athlétisme, Michael Rotich a été suspendu 10 ans pour corruption et condamné à payer une amende de $5 000. Ainsi en a décidé la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme. L'ancien manager de l'équipe kenyane d'athlétisme aux Jeux de Rio est accusé d'avoir prévenu contre rémunération des athlètes de contrôle antidopage imminent. Il avait été épinglé en août 2016 par un reportage du Sunday Times où il proposait à des journalistes qui se faisaient passer pour des agents d'athlètes de les prévenir en avance de futurs contrôles antidopage contre $10 000. Il a 21 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Football à présent, sa retraite internationale n'aura duré donc que 2 jours. Un coup de fil présidentiel a fait reculer Asamoah Gyan sur une demande du président ghanéen. Le capitaine des Black Stars est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale à quelques semaines du début de la CAN en Égypte. Une demande présidentielle ne se refuse pas. J'ai pris la demande de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en considération et je me rendrai disponible pour une sélection par le coach Kwesi Appiah, a annoncé l'attaquant de 33 ans. Dans un communiqué, lundi, il avait décidé de prendre sa retraite internationale pour protester contre l'intention du sélectionneur de ne pas le nommer capitaine à la CAN qui débute le 21 juin donc en Égypte. Direction le Cameroun pour finir avec du foot féminin. À Yaoundé, la capitale, 70 adolescentes pensionnaires du Rai Football Academy partagent la même passion, le football, et le même rêve de devenir footballeuses professionnelles. Dans ce sport dominé par la forte présence des hommes, ces filles travaillent d'arrache-pied pour se réaliser et accomplir leur ambition. Allons sur les traces de l'une d'entre elles, la capitaine de l'équipe, Gaëlle Achiri. Une scène ordinaire et familière sur les routes de terre des quartiers défavorisés de Yaoundé. Des enfants jouent au football. Parmi eux, Gaëlle Achiri, 17 ans, seule fille du groupe, son rêve, devenir footballeuse professionnelle. C'est ainsi que j'ai commencé à jouer au football dans le quartier avec mes camarades et mes frères. Comme vous venez de le voir, c'est comme ça que j'ai commencé. Nous organisions généralement des tournois où un quartier joue contre un autre quartier. Gaëlle a été piquée par le virus du foot à l'âge de 13 ans en regardant ses cousins jouer. Elle s'y est alors essayée un jour et depuis, son amour pour le ballon rond ne cesse de grandir. Détectée, elle a rejoint le club local du Rai Football Academy.
Fondée en janvier dernier par la vedette du pays, Gaëlle Nganamouit, là, Acheri a retrouvé 69 autres filles passionnées du sport roi. C'était juste un autre monde. J'ai été obligée de faire des abdos, forcée de faire tout le travail dur pour atteindre un niveau où les larmes coulent généralement mélangées à de la sueur parce que les exercices étaient si difficiles. Chaque jour après l'école, Acheri s'entraîne sur le même terrain où son idole et homonyme Gaëlle Nganamouit a appris à jouer avant de devenir professionnelle. Une véritable source d'inspiration pour elle et ses coéquipières. La première chose de la fondation, c'est de former des jeunes filles, de donner au Cameroun un vivier de footballeuses capables de remplacer ces Gaëlle Nganamouit en sélection nationale, beaucoup plus tard être professionnelles. Oui, devenir footballeuse professionnelle comme Gaëlle Nganamouit, attaquante du club espagnol de Malaga, qu'elles pourront voir jouer avec le Cameroun en juin prochain à la Coupe du Monde féminine France 2019. Courage, jeune fille, et à vous, on se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. On va rester avec les femmes en parlant d'arts martiaux et c'est au cœur de la capitale égyptienne, autrefois pratiqué pour combattre le colonialisme. Ce sport aide maintenant les dizaines de femmes à faire face au harcèlement quotidien. Les femmes, principalement des adolescentes et des jeunes adultes, se réunissent chaque semaine au centre culturel indonésien du Caire et s'entraînent pour améliorer leur capacité d'autodéfense et leur forme physique. Avec l'aide d'étudiants indonésiens qui étudient en Égypte, plus de 1200 femmes et enfants pratiquent désormais ce sport. Selon une étude réalisée l'année dernière par la fondation Thomson Reuters, le Caire était la ville la plus dangereuse au monde pour les femmes. Voilà, et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.